Donc, bienvenue sur Trosport, bienvenue et merci d'être avec nous pour ce live donc, de fin août dans lequel, comme le titre l'annonce, on parle bien sûr Coupe du Monde de rugby avec le test match France-Australie qui arrive ce soir, en tout cas à 17h45 au Stade de France. Dernier test pour l'équipe de France, le 15 de France, avant bien sûr la Coupe du Monde en France à domicile et le match contre la Nouvelle-Zélande tant attendu au Stade de France pour bien commencer la compétition. On parlera aussi bien sûr de foot avec les transferts de l'été, en tout cas les gros moments qui ont marqué cet été footballistique et puis les premiers matchs de la saison, comment on voit l'état de forme des équipes, notamment le Paris Saint-Germain avec l'épisode Kylian Mbappé. Et puis bien sûr on parlera de l'UFC, on ne reviendra pas sur tous les moments importants de l'été, notamment l'UFC 291 qui a été quand même assez impressionnant, mais on parlera surtout rapidement de l'UFC Fight Night à Paris, bien sûr, la deuxième édition, dont on aura l'occasion de vous reparler plus en détail dans un live spécial UFC Paris qu'on fera juste avant la compétition. Aujourd'hui, pour m'accompagner comme toujours, Antoche. Bonjour à tous et bienvenue Antoche. Bonjour à tous et salut Théo et bien sûr très content d'être encore là sur Trosport pour une nouvelle émission pour conclure cet été en beauté avant de effectivement comme tu l'as dit la semaine prochaine faire un live spécial UFC Paris qui sera en plus un live spécial un an de Trosport puisqu'on avait commencé Trosport il y a un an tout pile juste avant l'UFC Paris première édition avec justement un live pronostic et preview de la carte de l'année passée. Donc on remet ça cette année pour notre plus grand plaisir et j'espère le vôtre aussi. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est vrai, un programme très chargé qui va commencer par du rugby avec la Coupe du Monde qui arrive pour le 15 de France à la maison. Et pour ce faire, on est évidemment accompagné de celui qui s'est un peu voilà, devenu notre consultant rugby sur Trosport. Bien sûr, je parle évidemment de Pierre. Salut Pierre, merci d'être présent sur ce live. Salut les gars, salut Trosport. Un grand plaisir de revenir pour cette nouvelle émission et pour ce moment fort qui va arriver là dans quelques semaines, mais ça commence déjà là pour ce soir. Donc merci de cette nouvelle invitation et puis très content de pouvoir reparler de rugby tous ensemble dès ce dimanche après-midi. Merci à toi Pierre, Ouais. comme l'a dit Antoche. Merci beaucoup d'être là parce que on est spécialiste sport, on est spécialiste foot et UFC, n'est-ce pas Antoche? Mais pas vraiment rugby. On a quelques Ouais. lacunes. Donc autant avoir quelqu'un qui s'y connaît. Voilà. On fait du mieux, mais en tout cas, ouais, très très content de revenir de parler de ce sport qui est une grande passion, mais très hâte de voir ce que ça va donner là pour le rugby. Et donc merci de m'inviter encore pour en parler ensemble pendant quelques minutes. On va essayer d'en parler Avec autant, plaisir. autant que possible, autant Autant que que possible. possible. Ouais. Exactement, À fond. exactement. On est Let's go. là vraiment. Aujourd'hui, on a un petit peu de foot, un petit peu d'UFC, mais on va essayer de focus rugby. Ça fait partie aussi de la diversification qu'on veut apporter un peu sur Trosport. Et puis là, comment rater cette Coupe du Monde. Mais parlons d'abord du match, du test match d'été, hein, ces fameux test match qui sont d'habitude Exactement. organisés, voilà, qui sont très très courants, mais là qui sont en fait les derniers tours de chauffe pour le 15 de France avant la Coupe du Monde qui arrive donc à la maison, à domicile en France. Donc ce soir à 17h45, j'ai envie de dire ce soir, mais c'est dans un peu plus d'une heure maintenant, à 17h45 donc au Stade de France, France-Australie, avec donc deux équipes qui sont dans des états de forme un petit peu différents puisque la France donc s'est inclinée en Écosse 25-21 le 5 août, mais est bien revenue là dernièrement avec 30-27 donc contre l'Écosse aussi, mais à domicile entre guillemets à Saint-Étienne, hein, et puis donc contre les Fidji également à Nantes 34-17. Donc une équipe de France qui est assez bien rodée en tout cas et qui en tout cas fait bonne figure comparé à l'Australie qui ces derniers temps, en tout cas le 15 juillet, avait affronté l'Argentine et s'était incliné à domicile 31-34. Il s'était fait mais corrigé par la Nouvelle-Zélande à domicile, donc chez eux en Australie 7-38. Et puis ils avaient redoré un peu le blason en s'inclinant toujours, hein, mais avec moins d'écart 23-20 en Nouvelle-Zélande, donc le 5 août dernier. Deux états de forme complètement différents et ça va vraiment être, je pense, crucial pour le 15 de France de s'imposer avec la manière et en tout cas de montrer des très bons automatismes avant la compétition. Qu'en penses-tu Pierre? Quelles sont tes attentes pour ce match?
Ouais, comme tu l'as dit, on a eu deux évolutions totalement différentes entre les deux équipes. On a une véritable montée en puissance de la France. Ce match, c'est vraiment, ça va nous servir de base, on va dire, pour cette Coupe du Monde. Les autres matchs qu'on a eu avant, bien sûr aussi, mais celui-là, c'est vraiment le tout premier match avant le lancement de la Coupe du Monde. Donc, il faut peaufiner les derniers détails, les dernières choses à mettre en place, les derniers lancements, vraiment préparer tout pour que tout soit bien rodé parce que on rappelle, on a la Nouvelle-Zélande en tout premier et il va pas falloir jouer les peintres dès le début. Donc pour ça, ce premier match contre une équipe d'hémisphère sud, c'est vraiment la meilleure des choses qu'on a pour s'entraîner. Donc une véritable montée en puissance qu'on a vue au début. Alors tu as parlé du premier match qu'on a perdu contre l'Écosse. Alors, je déteste de parler de ça, mais c'est un peu ce qui s'est passé. On a vu un match face à l'Écosse, l'équipe 1, et nous, on l'a un peu appelé l'équipe 2, parce qu'on avait un peu pas les premières têtes d'affiche de l'équipe de France, mais en tout cas, ceux qui pouvaient se faufiler dans la liste des 33. Donc, Fabien Galtier a vraiment fait ce choix pour trouver comment dire, des petites pépites et des personnes en état de forme pour cette Coupe du Monde. Donc une défaite, mais grâce à ça, on a eu des leçons à en tirer. Et on les a bien tirées puisqu'on a gagné après au retour à Saint-Étienne contre de nouveau l'Écosse, comme tu as dit. Là, c'était vraiment l'équipe 1 avec toutes les têtes d'affiche comme Dupont, Ntamak. Mais Ntamak, là, on va en reparler, mais on a pu le voir à l'œuvre, mais qui s'est blessé par la suite. Ensuite, on a eu les Fidji et là, on a vu la force que peut avoir la France. On peut voir comment ils sont vraiment en place. Et donc là, ça va être à confirmer sur ce nouveau défi, même si, comme tu l'as dit, l'Australie, bon, c'est un peu compliqué en ce moment, mais il faut toujours se méfier par ces équipes parce qu'ils aiment jouer à la balle, ils aiment vraiment créer du jeu. Donc un sacré défi quand même qu'on va voir là dans à peu près une heure. Voilà. Oui, et comme tu l'as dit, Et en plus, sur l'Écosse, t'as raison. Déjà, il y avait le fait de trouver des automatismes et de trouver des nouveaux joueurs, de les faire entrer. Et puis aussi, surtout, de gérer l'effectif. Parce que il y a Exactement, tout exactement. cet enjeu d'être à quelques temps de la Coupe du Monde avec, on l'a vu avec Ntamak, où ça peut craquer, et même les meilleurs, donc on essaye un peu de ménager tout le monde. Exactement. c'est Ouais. ça l'intérêt des matchs préparatoires aussi. Et on voit que ça a été plutôt bien fait par le sélectionneur, en tout cas du moins le premier match contre l'Écosse, parce que c'est vrai que c'est ces matchs-là où il faut faire jouer un peu l'équipe B pour voir justement avant de faire la liste quels joueurs on peut retenir ou pas. Et là, c'est vrai que en plus ils n'ont pas perdu de beaucoup contre l'Écosse au premier match avec justement cette équipe 2 entre guillemets. Donc franchement, c'est de bon augure pour la suite et on voit que ces matchs, ils ont été utilisés à bon escient, en tout cas pour l'instant, Si, pour le 15 de France. Si je peux rajouter à cela, ce qui est vraiment bien avec cette phase de préparation, souvent on parle de ces matchs de préparatifs pour peaufiner les derniers détails pour l'équipe 1. Et c'est souvent l'équipe 1 qui Mm. joue pour vraiment se mettre en confiance. Et on a vu que toutes les équipes de rugby, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la Nouvelle-Zélande, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Irlande, vraiment toutes les équipes ont fait jouer beaucoup leurs joueurs stars, on va dire, pour vraiment faire les derniers préparatifs. Nous, tranquillement, on a eu le temps de regarder un peu des nouvelles têtes, s'il y avait des gens qui nous plaisaient pour combler un peu, enfin, je dirais combler les trous, mais en tout cas, avoir les meilleures personnes en forme actuellement et pas juste se reposer sur des acquis, comme a pu le faire, par exemple, la Nouvelle-Zélande, qui a du mal à retrouver du renouveau. Ça, je pense qu'on pourra en reparler parce que c'est vraiment le premier match de Coupe du Monde. Donc voilà, très intéressant ce que la France a pu mettre en place avec ces matchs préparatifs et hâte de voir ce que ça va donner sur Australie, quoi. Et puis ça peut aussi être un moyen de minimiser les blessures des joueurs phares, Exactement, ouais. de les faire moins jouer. Bon, il y a une Tamac qui s'est blessé malheureusement sur un match sur lequel il a joué, mais voilà, faire tourner l'effectif, c'est aussi et c'est ce que fait Didier Deschamps aussi avec l'équipe de France de football, en Bien sûr. l'occurrence, de faire tourner l'effectif pour préserver les gros joueurs, ceux qu'on sait d'expérience qui vont performer sur les grosses compétitions.
Ce qui est assez aussi intéressant à voir, c'est de voir que les finisseurs, c'est comme ça qu'on appelle au rugby les remplaçants dans les matchs, les finisseurs ont été titulaires et ça donne aussi énormément de confiance. On leur montre qu'on a confiance en eux et qu'en fait, ils font partie tout autant de l'équipe que en fait, les grandes stars qu'Antoine Dupont ou encore Aldrit, toutes les grandes personnes qui représentent dans l'équipe. Oui, et donc vous parliez des remplaçants, etc. Et c'est assez intéressant parce que là, enfin, en tout cas des réglages, et Pierre notamment parlait de la sélection des joueurs, de savoir finalement qui allait se faufiler dans les 33. Et bien justement, 9 joueurs ont été, entre guillemets, remerciés par le 15 de France, les équipes du 15 de France, et ne joueront pas, en tout cas ne seront même pas sur le banc de ce France-Australie. Et donc c'est vraiment, comme tu l'as dit Pierre, et comme vous l'avez dit, c'est le dernier test match avant la compétition, et on joue vraiment avec les 33 qu'on aura le jour J, entre guillemets, le jour de France-Nouvelle-Zélande pour le premier match, et puis pour le reste de la compétition, cette liste des 33 qui donc se départit de 9 joueurs pour le match France-Australie. Et donc ces joueurs, comme pour l'équipe de France, Antoche a bien fait l'analogie avec l'équipe de France de foot, c'est justement ces joueurs qui finalement deviennent aussi réservistes, comme il y a des réservistes au foot. Voilà, si jamais il y a un pépin physique ou une blessure inopinée, on aura quand même des très bons joueurs en réserve, bien sûr, pour le 15 de France. Et donc cette compétition qui s'annonce très belle et très prometteuse, avec, comme on l'a dit, donc cette Coupe du Monde en France, avec le France-Nouvelle-Zélande, donc du 8 septembre prochain à 21h au Stade de France, pour bien ouvrir la compétition. Voilà, l'affiche de rêve avec la Nouvelle-Zélande qui fait toujours peur, hein, qui depuis des années, les All Blacks font régner entre guillemets la terreur sur leurs adversaires avec le fameux AK de début de match, mais il y a de la place, bien sûr, on aura l'occasion d'en parler. Et puis après, on affrontera l'Uruguay le 14 septembre à Lille, la Namibie le 21 à Marseille, et puis le dernier match de groupe, ce sera le 6 octobre contre l'Italie à Lyon, avec donc cette liste des 33 donc, que j'ai là sous les yeux. Je peux faire toute la liste entre guillemets, mais il y a quand même des grandes stars, comme tu l'as dit Pierre, qui ont joué donc ces test matchs, comme Antoine Dupont, comme Mathieu Jalibert, comme Damien Penaud, comme Thomas Ramos aussi, qui avait fait des très belles performances. Et puis un grand absent, on l'a dit, Romain Ntamak, l'ouvreur, qui s'est donc rompu le ligament croisé du genou gauche, et qui tire un trait définitif, à contre-cœur bien entendu, mais tire un trait définitif sur la compétition, et sur la possibilité donc de potentiellement au moins jouer, voire gagner ou aller très loin avec l'équipe de France. Ouais, un gros coup dur qu'on a vécu. On en a beaucoup entendu parler par les journaux, parce que c'est vraiment, on va dire, l'élément tactique de l'équipe de France, c'est celui qui distribue le jeu. Cette position est très importante dans l'équipe de France. Enfin, toutes les positions sont importantes, mais celle-là particulièrement dans le envoyer le jeu et faire les lancements. Mais par contre, je me fais pas trop de soucis, parce que derrière, on a deux petits poulets là qui sont bien chauffés là, avec Jalibert et Astoy. Astoy qui a fait une saison monstrueuse avec La Rochelle, qui grâce à lui, on peut dire qu'ils ont gagné pour la nouvelle Coupe d'Europe pour 2 années d'affilée. Donc franchement, je me fais pas de soucis. Jalibert, il a beaucoup de sélections aussi à l'équipe de France maintenant. C'est quand même deux personnes qui connaissent quand même le rugby du haut niveau. C'est pas juste un petit nouveau qui arrive comme ça, qui claque une lucarne comme un pavard et qui repart au fond du poulailler. Non, là c'est vraiment deux personnes qui s'y connaissent et qui sont à fond dans le jeu. Désolé, j'ai taclé le pavard, ceux qui aiment ce joueur, désolé. Non, mais nous, on est friands des tacles envers Pavard. Toujours dans le respect et la bienveillance. Ouais, bien sûr, mais c'est pas la première fois qu'il prendrait sa part sur ce live, enfin sur Pro Sport. Ouais. Non, en tout cas, je pense que vous avez compris dans l'expression, mais voilà, c'est deux personnes qui s'y connaissent. C'est compliqué cette perte, Ntamak, parce qu'ils forment quand même un duo qui est quand même splendide avec Dupont. Donc que Dupont il ne se blesse pas, qu'il soit là pour tous les matchs.
mais on connaît tous les matchs de rugby. C'est ça aussi, ce sport, c'est qu'il y a des blessés. Il faut le faire avec. Tu as parlé des 9 réservistes. Fabien Galtier, il en a bien parlé. La Coupe du Monde, il y aura toujours des blessés. Donc les 9 qui sont derrière, vous inquiétez pas, ils sont à fond derrière pour si jamais remplacer et être là pour aller chercher la coupe, qui sera qui serait la première, pardon, pour la France. Et ça serait vraiment très beau à la maison en plus. Et surtout à domicile, effectivement. Ouais, Ça serait beau de faire, entre guillemets, comme le foot, première Coupe du Monde de l'équipe de France de foot remportée à la maison avec cette compétition donc en France et la finale au Stade de France, justement construit pour l'occasion. Et bah, pourquoi pas réitérer la même chose et lancer justement peut-être une nouvelle génération, comme tu l'as dit, une génération qui est prometteuse. Et effectivement, Ntamak, c'est regrettable comme tout. C'est vrai que on en parlait hors live juste avant. Il y a l'équipe qui avait fait cet article en parlant justement de la blessure d'Ntamak et qui disait choisir entre, enfin, si on avait un tu préfères entre perdre Antoine Dupont ou perdre Ntamak, on choisirait pas parce que c'est comme choisir entre son père et sa mère. Finalement, c'est vrai que c'est tellement des éléments importants de l'équipe de France que c'est vrai que sur le principe, on n'a pas forcément envie de les voir partir. Et puis comme il y a aussi ces questions d'habitude de se dire mais ils jouent bien ensemble, on les connaît toujours, enfin on les a toujours vus là récemment ensemble jouer, hyper bien jouer et tout. Est-ce que les autres seront au rendez-vous ? Et je trouve que c'est important aussi comme tu l'as dit, de rappeler que Antoine Astoy et Mathieu Jalibert sont plus que des valeurs sûres et plus que des remplaçants, comme tu l'as dit, de dernière minute avec ce petit tag de peu sur Pavard. Mais voilà, c'est ça, c'est pas des mecs qui vont effectivement faire qu'on fait une performance comme ça une fois, un gros but ou un gros essai ou un gros match et puis on les reverra plus pendant 15 ans. Là c'est vrai que c'est des saisons de fou avec leur club et puis ils sont quand même très bien installés en équipe de France. Pareil, un autre article de l'équipe qui disait justement qui citait Antoine Dupont qui va être associé justement à Mathieu Jalibert dans le match France-Australie de 17h45 là d'aujourd'hui, où il disait Jalibert connaît très bien le système, il connaît entre guillemets il connaît la chanson. Donc il y a pas de il y a effectivement une déception parce que puis même pour Ntamak, on sait que comme tous les joueurs qui sont pas sélectionnés ou surtout là en l'occurrence pas sélectionnables parce que il pourrait y avoir une rancœur quand on n'est pas sélectionné par justement le sélectionneur, on pourrait se dire ah bah il a pas voulu, etc. C'est pas sympa, mais là c'est vrai qu'il y a encore pire de se dire mais en fait même s'il m'avait sélectionné de toute façon je peux pas parce que voilà le corps a lâché. Et c'est vrai que c'est encore plus cruel pour lui parce qu'on sait que tous les compétiteurs, surtout la Coupe du Monde, comme au foot, mais comme les JO, comme tout ça, c'est des événements auxquels on a envie de participer, on a envie de donner son meilleur, et puis on a envie de faire avancer, comme tu l'as dit, en plus potentiellement remporter cette première Coupe du Monde pour le 15 de France et à la maison, ça aurait été extraordinaire pour Romain Ntamak, pardon. Mais malheureusement, effectivement, les croisés, c'est assez cruel. On l'a vu là aussi avec Kevin Mayer au décathlon. On change de sport avec les championnats du monde d'athlétisme. Mais pareil, il a dû arrêter parce que lui, quasiment blessé au talon d'Achille, au tendon d'Achille, pardon, qui forcément, c'est le genre de blessure desquelles, vaut mieux pas trop jouer avec. Et là, le problème, c'est qu'Ntamak s'est déjà rompu, donc aucune solution avant la compétition. Mais comment est-ce que tu vois justement cette compétition, Pierre ? Est-ce que tu nous vois vainqueur ? Juste, je voulais te rajouter une petite info concernant ta métaphore du papa et de la maman. Moi, je veux parler aussi du grand frère qu'on a perdu, Kamisha. On a perdu un grand frère qui est quand même l'un des meilleurs piliers du monde, Kamisha, qui sera pas là pendant 4 semaines et qui va pouvoir revenir normalement à partir du match contre l'Italie. Mais ça, c'est quand même une grosse perte pour la mêlée et pour les points d'impact et sur le défi physique qu'on va devoir imposer sur la Nouvelle-Zélande. Ça va nous manquer. Mais normalement, il va pouvoir revenir après pour les prochains matchs. Mais c'est quand même une grosse perte pour ce match d'ouverture qui va peser quand même sur le poids de la balance parce que à chaque fois les traversées qu'il fait c'est indécent, il envoie tellement du lourd et souvent il met à la faute l'équipe adverse en mêlée. C'est vraiment un pilier qu'on aurait bien été content de l'avoir
pour la Nouvelle-Zélande. Mais bon, on va faire sans. Et pareil, les piliers, on a quand même pas mal de remplaçants. Je pense par exemple à Antonio, qui est dans une forme olympique. En ce moment, il est incroyable. Donc hâte de le voir à l'œuvre, par exemple. Mais voilà. Kamisha, on verra ce que ça va donner. Et alors, comment je sens cette Coupe du Monde? Bah écoutez, je la sens bien quand même, hein. Je la sens bien parce que on a, on a eu un tournoi à destination qui était quand même très très prometteur avec juste une défaite contre l'Irlande qui était un match mais fantastique avec je pense une des premières mi-temps les plus belles qu'on ait vues dans l'histoire du rugby moderne. Je tiens vraiment à le dire parce que c'était vraiment du grand spectacle avec une défense de fer de la part des Français et une attaque bien maîtrisée de la part des Irlandais. Les Irlandais d'ailleurs, c'est possible qu'on les croise en quart de finale. Si on finit deuxième et eux ils finissent premier, et bah c'est possible qu'on les croise. Donc un gros match possible en quart de finale. Mais quand même cette Coupe du Monde, je la sens bien parce que bah déjà c'est à la maison. On rappelle la dernière en 2011, c'est la Nouvelle-Zélande qui l'avait faite chez eux et ils avaient gagné la Coupe du Monde. Donc je me dis pourquoi pas faire comme eux et espérons ne faisons pas comme l'Angleterre quand ça s'était organisé en Angleterre et ils n'étaient pas du tout sortis, enfin ils n'avaient pas réussi à sortir des poules. Donc je préfère le choix de faire comme la Nouvelle-Zélande et de commencer par gagner contre eux. Je les vois quand même la France finir première de sa poule. Donc il va falloir sortir un gros match contre la Nouvelle-Zélande. On a quand même une poule assez facile après le match de la Nouvelle-Zélande. Attention quand même à l'Italie parce que l'Italie est quand même sur une bonne forme. Ils font des jolis matchs et des jolies actions donc à voir. La Namibie c'est quand même une équipe de seconde zone donc on verra un peu comme l'Uruguay même si l'Uruguay est quand même assez fort sur les derniers matchs les matchs d'essai qu'ils ont fait avec quelques actions sympas même si ils ont eu du mal sur des grosses équipes. Donc moi je dirais allez finale, mais vous savez comment ça se passe à chaque fois une finale, c'est comme tout, on lance la pièce et pile ou face, hein. C'est contre la Nouvelle-Zélande en 2011. Ça aurait pu tomber ça aurait pu tomber pour la France. On aurait pu gagner, mais bon, beaucoup de choses ont fait. L'arbitrage a fait les choses. Certaines choses se jouent sur des détails. Donc, allez, je dis finale, mais contre qui on verra. Allez, je dirais, ça serait beau quand même. Afrique du Sud, France. Et puis France vainqueur. Ça serait sympa. Est-ce que Théo, tu as la date de la finale de la Coupe du Monde comme ça? Je l'ai pas sur moi. Bien sûr, c'est le 28 Ouais. octobre. 28 octobre, ok. Et on se 21 heures. retrouve. Voilà. On se retrouve tous le 28 octobre aux Champs-Élysées pour fêter la victoire. Exactement. Aux alentours de 23h minuit, quoi, le temps de jouer le match et puis pour Exactement. une très belle troisième mi-temps. C'est ça l'idée? C'est ça, exactement. Ouais. Non, Ça serait pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette Coupe du Monde? Comment vous la sentez sur la France, de leur état de forme? Anto, je dis de tout. Bah, moi je vais te rejoindre Pierre sur ton avis. Moi je les vois aller en finale et effectivement j'étais en train de me dire que justement l'Afrique du Sud pouvait être une équipe qui fait peur aussi dans cette compétition. Ils ont notamment, je viens de voir, battu la Nouvelle-Zélande il y a quelques jours, là, le 25. Donc une équipe d'Afrique du Sud qui est solide et qui peut, s'ils arrivent jusqu'à la finale face à la France, je l'espère, faire très mal. Ça va dépendre, je pense, un match qui va être intéressant pour l'Afrique du Sud, ça va être contre l'Irlande dans le groupe B. Ouais. C'est un peu ça qui va déterminer si justement, comme toi, je vois bien la France finir première de son groupe après une belle victoire, difficile à aller chercher, mais pour bien lancer la compétition contre la Nouvelle-Zélande. Après, je pense effectivement que le reste du groupe est plus facile sur le papier et que la France devrait s'en sortir. Donc après, effectivement, est-ce qu'en quart de finale, on tapera l'Irlande ou l'Afrique du Sud? Là, dans tous les cas, ça va être si on va jusque-là, et je l'espère, un quart de finale compliqué et qui sera intéressant à regarder et surtout décisif d'une potentielle finale derrière. Franchement, ça peut être très très beau et donc moi je vois bien ce scénario de soit on tape l'Irlande ou l'Afrique du Sud en quart de finale ou l'Irlande ou l'Afrique du Sud du coup en finale en fonction de ce qui se passe dans ce groupe B.
Je vais rajouter une chose, j'enterrerai pas tout de suite l'Écosse aussi, qui fait partie de cette poule de la mort, comme on peut l'appeler, Ouais, c'est vrai que euh, qui est une poule mais tellement relevée, avec trois des équipes dans les huit meilleurs mondiaux. Donc ça va être indécent cette poule. Donc l'Écosse aussi qui est vraiment à la chasse. Qui pourrait peut-être faire la surprise en gagnant pourquoi pas un match soit contre l'Irlande, soit contre l'Afrique du Sud. On sait que l'Écosse est très joueuse, donc pourquoi pas aussi. Allez, je me mets peut-être une petite pièce, pourquoi pas à l'Écosse aussi qui sortirait et qui créerait la surprise. Qu'est-ce que toi t'en penses, Théo, sur cette probabilité peut-être? De l'Écosse qui sort Ouais, des poules et qui rafle la mise, c'est ça? ouais, qui kick soit l'Afrique du Sud, soit l'Irlande de la poule. Ça serait beau quand même. Ouais, mais moi en fait, justement, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai qu'il peut y avoir, comme tu l'as dit, Antoche, l'Afrique du Sud comment dire, a mis une petite leçon quand même aux Néo-Zélandais, etc. Mais c'est là aussi la beauté de la Coupe du Monde. C'est que, effectivement, il y a des favoris qui arrivent, mais il y a toujours des gens, alors qui sont pas forcément totalement underdog non plus, tu vois. J'imagine pas la Namibie finir championne du monde. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour eux. Mais effectivement, des équipes comme l'Écosse, comme l'Irlande, comme l'Angleterre, etc. Il y a des équipes qui ont des états de forme, effectivement, et certaines voilà, ne feront pas de remontada extraordinaire. Mais effectivement, on peut jamais comment dire, écarter la possibilité que justement l'Écosse sorte l'Afrique du Sud et finisse en finale, en demi-finale ou autre, ou inversement, ou l'Irlande ou autre. C'est l'avantage de la Coupe du Monde et c'est aussi pour ça qu'on regarde le sport et c'est la beauté du sport en général, c'est de pouvoir se dire mais en fait tout est possible. Et c'est aussi pour ça qu'on regarde les matchs de l'équipe de France parce que même si on l'a jamais fait et même si on sait que, et ben c'est pour ça que quand on est mené même très tôt en début de match, alors qu'on connaît la qualité de nos joueurs et on sait qu'on est très bon et qu'on peut le faire, mais il y a toujours ce stress et c'est pour ça qu'on regarde le sport et qu'on adore ça. Moi je serais d'avis un peu comme Pierre, comme toi Pierre et comme toi Antoche de parier sur l'Afrique du Sud. Mais c'est vrai que j'ai envie d'être surpris aussi. J'ai envie de vibrer. J'ai envie qu'on sache pas. Voilà, j'ai pas envie d'une domination et d'avoir un espèce de truc hyper clair vers la finale. Allez, France, Afrique du Sud. Ça va être sûrement un très beau match si c'est cette affiche en finale. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. On faut pas non plus dire, voilà, surtout cette poule de la mort, comme tu l'as dit, l'Afrique du Sud, Écosse, Irlande. Je sens qu'il va y avoir du dégât, comme on dit. De toute façon, il y aura forcément du dégât. Mais on n'est pas à l'abri d'être surpris. Et c'est aussi pour ça qu'il faudra regarder cette Coupe du Monde en France. Déjà parce que c'est en France et pour soutenir l'équipe de France. Mais aussi pour voir des très très grands matchs de rugby. Et on risque d'être surpris effectivement avec déjà le premier choc le 10 septembre, Afrique du Sud-Écosse. À 17h45, ça va taper quoi. Je tiens juste à Dites-moi. dire à me reprendre sur une petite Ah, information. Alors j'ai un grand aussi supporter de rugby qui est ah. mon papa qui m'a corrigé. Et c'est pas attention, c'est pas Kamisha, c'est Siri Bay qui sera pas là. Je me suis trompé, mais à culpa et je tiens à remercier du coup ce grand supporter pour cette correction. Ouais, Voilà. parce que j'avais pas bon. l'info, bah remercie-le de notre part non plus, parce que En j'avais tout pas cas, l'info. on le remercie aussi de suivre True Oui, Sport c'est attentivement et sûr. donc de réagir directement Et dans les corrections. d'écouter son fils aussi, voilà, Ouais, voilà. de, de corriger. Euh, Non, c'est je- vrai, et du coup, effectivement, il est dans la liste, parce que pareil, justement, comme j'avais pas l'info, mais je me suis dit peut-être qu'il a été retiré de la liste, parce que j'ai la liste des 33 sous les yeux, et je voyais pas Kamisha, mais effectivement, Cyril Bay, pilier gauche, il est bien là. Enfin, bien là, ouais, dans la liste, en tout cas, pas. Donc c'est lui qui sera disponible, mais que pour après l'Italie, c'est ça? c'est ça, exactement, Ok. ouais, exactement. Et juste pour ajouter un petit peu sur la Coupe du Monde, par rapport aux poules qu'on trouvait intéressantes, l'autre poule donc qui est l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, mais il y a une autre poule qui va être aussi intéressante à voir, ça va être C'est. l'Angleterre, la Samoa, pardon, Argentine, Japon et Chili. Alors, je dis pourquoi cette poule est intéressante. C'est un piège que peut avoir l'Angleterre. On peut voir l'Angleterre sortir totalement de cette poule qu'on voit qui est en difficulté actuellement, qui a perdu contre le Fidji hier à domicile. Et qui va devoir batailler contre le Samoa, qu'on sait qui est quand même une équipe bon, qui est de seconde zone, mais qui est à chaque fois très joueuse, donc joueuse, pardon, mais qui pourrait être un piège.
Et on a par contre l'Argentine qui est une grosse équipe d'hémisphère sud et le Japon. Et on sait que le Japon, ça a toujours été un piège aussi dans toutes les Coupes du Monde. Ils ont toujours fait sortir et ont créé la surprise à chaque fois pour s'inviter dans les quarts de finale. Donc pareil, la poule D qui va être une poule très intéressante à voir. Et j'ai hâte de voir si l'Angleterre elle confirme sur le fait qu'il y a une grande crise du rugby dans le monde rugby en Angleterre et on verra ça. Mais voilà, je pense qu'entre la poule D, la poule B et la poule A, ça va être intéressant. Mais en fait, toutes les poules Oui. pendant le rugby, pendant la Coupe du Monde, ça va être bien. hein, mais quand même, on verra. C'est vrai que ce que j'allais dire. l'Angleterre, avec leurs résultats un peu en dents de scie ces derniers temps, c'est vrai qu'ils ont besoin de cette Coupe du Monde pour soit se prouver qu'ils ont encore le niveau, soit effectivement, s'ils se font sortir des poules directement, mettre un bon coup de balai dedans, enfin, dans la fourmilière, on va dire, pour un peu voilà, remodeler l'équipe et qu'elle retrouve sa valeur d'antan, quoi. Parce que c'est vrai que en ce moment, c'est compliqué. Et là, j'ai vu qu'ils ont match de préparation, ils ont même perdu contre le Pays de Galles, dont on sait que le Pays de Galles est aussi dans une période compliquée niveau rugby. Ouais. Donc Bah, ouais, difficile pour eux à l'approche de cette Coupe du Monde, en tout cas pour l'Angleterre. en gros, on pourrait comparer l'équipe d'Angleterre aujourd'hui à l'équipe de France en 2010. Elle avait fait deuxième de la Coupe du Monde en 2006 et 2010. Bon, est-ce qu'on en parle ou pas Est-ce Donc, qu'on est donc vraiment voilà. obligé de rouvrir les. Ouais. Non, Non, voilà. pas les traumas. On peut- Non. Ils sont un peu dans ce même état post Coupe du Monde où ils avaient fini deuxième comme la France et avec une équipe qui sont en pleine crise et c'est assez compliqué. Ça se trouve ils vont créer la surprise et ils vont aller jusqu'en demi voire finale et ils vont taire toutes les bouches qui parlent sur eux mais voilà on verra bien. Oui, on verra. C'est pour ça aussi. C'est ce que je disais. Il y aura les surprises. Il y aura les attendus, les inattendus, ceux qui sortiront parce qu'on les a vus de toute façon. On l'avait prévu depuis longtemps. Et puis ceux qui sortiront des poules, qui iront au tour d'après, sans qu'on l'ait forcément prédit. Comme tu l'as dit, toutes les poules sont intéressantes et je pense qu'il y aura des surprises. Il y aura des surprises et des confirmations à droite à gauche en fonction des équipes. Et c'est pour ça aussi que, comme je disais, qu'on regarde le rugby en particulier et le sport en général. C'est toujours d'être impressionné, de voir les favoris être dominés puis revenir, etc. C'est aussi ça qui. C'est pour ces émotions-là qu'on regarde une Coupe du Monde et qu'on regardera bien sûr celle-ci en France. Alors le diffuseur pour ceux qui n'iront pas au stade, mais notamment pour aller par exemple au Stade de France voir France-Nouvelle-Zélande, c'est déjà mort. Mais je crois que tous les billets, haute mode d'un doute, Pierre, mais je crois que tous les billets sont pris déjà. Ah oui oui Il n'y oui a plus une place là. Alors là, au c'est Stade de compliqué. France c'est sûr, mais même à Lille, si quelqu'un est à Lille et veut y aller, c'est au Stade Pierre-Mauroy par exemple ou au Vélodrome de Marseille, je crois que c'est mort. Ouais, c'est compliqué, là c'est mort. En tout cas, de sûr, pour la France, c'est mort. Ouais. Les grands rendez-vous comme par exemple Irlande, Afrique du Sud, les gros matchs comme ça aussi, c'est mort. Par contre, peut-être trouver une petite place en virage nord, je sais pas, à Saint-Etienne pour aller voir À Geoffroy Guichard. à Geoffroy Guichard, aller voir un Namibie, Uruguay, je sais pas, mais non, Ouais. non, en tout cas, c'est compliqué de trouver des places. Après, je me suis pas trop renseigné. Par contre, s'il y allait avoir des fan zones dans les grandes villes, je crois que Paris va quand même en mettre. Lyon et Marseille, ils en mettent aussi, mais dans les autres villes, à se renseigner auprès de chaque collectivité, voir s'il y a des choses qui sont mises en place. Et aussi aller sur le site France Rugby qui aussi mettent des infos concernant ça. À voir dans chaque ville si vous pouvez le suivre au plus près l'équipe de France et puis si vous êtes d'autres pays ou en tout cas vous aimez bien d'autres pays, de suivre le parcours de chacun et de voir leur performance athlétique. Je pense qu'on risque d'en avoir des fan zones, surtout je pense si la France fait un gros parcours, peut-être Exactement, pas oui. pendant les poules, mais si on passe après quart de finale, demi-finale, là il risque d'y avoir des fan zones Ouais. mises en place. Et en tout cas en finale, je pense c'est sûr, il y en aura dans toutes les villes. J'espère en tout Et, cas. et ce qui est trop bien, c'est pour une fois dans cette Coupe du Monde, c'est que les matchs ils seront pas à 3h du matin, quoi. Ouais aussi, ouais. Le grand C'est avantage. vrai. Quand ça se joue pas en Nouvelle-Zélande, c'est quand même mieux. Ils nous font C'est pas rire. mal. Non, Mais- c'est plutôt Ouais. cool. Non, mais à suivre et juste si je peux rajouter une petite chose sur les diffuseurs, un peu déçu quand même Je t'ai tendu la perche. Ouais. Voilà. Ouais, C'était un petit peu. peu
un petit peu déçu par les commentaires qui sont faits sur TF1 notamment. Après, voilà, on a été habitué pendant quelques années à France 2 et moi, j'aime vraiment bien comment c'est commenté par Mathieu Lartaud, qu'on aura une grande pensée pour lui parce il va manquer ça, mais moi, on pense à lui. Mais voilà, TF1 un peu compliqué sur le commentaire qu'ils ont, qui est très, comment dire, enfin. Et elle est pas très partagée, et c'est très chauvin en tout cas comme parole, alors que sur France 2 souvent ils faisaient la part des choses et ils sont pas tout le temps allez la France, la France est trop forte, la France va gagner et tout. Et ils pensent un peu aussi à l'équité du commentary comme on peut dire. Donc ça c'est vraiment intéressant et un peu et on verra ce que ça va donner. Peut-être qu'ils vont faire autrement. Donc moi je vais déjà là voir le match de France-Australie puis on verra déjà s'ils ont vu les petits pics qu'ils ont eu notamment sur les réseaux sociaux parce que ça quand même ça a un peu crié sur les toits notamment sur ça. Donc peut-être qu'ils en ont entendu parler puis espérons que ça sera pour le mieux. Mais c'est vrai Je que sais pas ce que vous Oui, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce commentaire durant ces derniers matchs? bah, on en avait parlé hors live juste avant, et moi c'est vrai que Ouais. je partage totalement ton avis. C'est vrai que je les ai trouvés, comme tu disais, un peu chauvins. C'est vrai que c'est un peu le problème, c'est les décisions de rédaction. Enfin, c'est les rédactions des services de sport qui choisissent ça souvent pour les matchs des équipes nationales, enfin de l'équipe nationale entre guillemets l'équipe de France, puisque c'est un peu pareil pour le foot. C'est souvent quand c'est l'équipe de France qui joue. Pourtant, c'est des commentateurs qui sont pas mauvais sur d'autres matchs où il n'y a pas l'équipe de France. Mais c'est vrai que parfois, ils poussent un peu allez, mon petit bonhomme. Mais bon, après, ça a donné des tellement bons moments avec Thierry Roland, etc. Mais c'est vrai que, non, mais voilà, allez, mon petit bonhomme. Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille le plus tard possible. Mais on peut, en 98. Mais c'est vrai que là, je les ai trouvés justement un peu lisses, un peu, tu sais, genre, pas robotique, mais voilà, genre, allez. Ouais. Je les ai pas trouvés comme Mathieu Lartaud qui je trouve témoigne tellement sa passion, la passion qu'il a du rugby. Il a joué au rugby, il adore ça et ça se ressent. Et c'est vrai que là, je ne dis pas que le commentateur et le consultant de TF1, parce que le consultant est ancien rugbyman dans mes souvenirs, donc je dis pas qu'ils aiment pas le rugby ou qu'ils connaissent pas le rugby ou autre, mais c'est vrai que je les ai trouvés un peu lisses. Et j'espère, comme tu le dis, que parce qu'ils ont quand même les droits pour la diffusion de la Coupe du Monde, j'espère qu'ils vont rectifier le tir et que la rédaction va un peu remettre les pendules à l'heure, parce que je pense pas que les commentateurs soient mauvais, mais je pense que cette espèce de ton un peu lisse, un peu très très pro finalement, mais pas du tout ce qu'on recherche, et encore moins pour une Coupe du Monde à la maison. On a envie aussi de vibrer, d'être franc sur les défaites, parce qu'on a la chance en plus d'avoir un Fabien Galtier qui au niveau de la communication et au niveau des défaites, quand on perd, il dit pas ah mais c'est la faute à un tel, etc. Il sait identifier les problèmes, et donc c'est vrai que c'est ce qu'on veut aussi dans les commentaires. C'est pas des gens qui descendent l'équipe de France, c'est pas des gens qui sont que pour l'équipe de France et qui idolâtrent, mais c'est des gens qui nous font vivre le rugby finalement, qui nous font vivre l'événement. C'est ça qu'on recherche. On l'avait avec Mathieu Lartaud, et on lui souhaite le meilleur établissement possible. Enfin, en tout cas, là, il a l'air d'aller de mieux en mieux, et c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Il remarche, il est déjà en rééducation, etc. Donc c'est magnifique pour lui, et sans forcément être derrière le micro. Mais effectivement, après, c'est le problème de TF1, c'est ce qu'on disait aussi hors live, c'est le problème de ne pas avoir eu de rugby pendant un certain temps, et du coup de devoir entre guillemets lancer là une nouvelle paire de commentateurs sur les matchs test. Donc forcément, il y a du rodage à faire qu'ils n'ont pas, par exemple sur le foot, où Margoton et Lisa Razou sont là déjà bien installés depuis un moment, depuis la Coupe du Monde 2018. Donc c'est rodé, c'est fait. Là, il va y avoir du rodage, et comme tu le disais, j'espère qu'ils prendront en compte les remarques qui ont pu être faites. En tout cas, donc on aura TF1 qui va être diffuseur principalement des Bleus, mais on en aura notamment aussi M6 pour des gros rendez-vous, des gros matchs internationaux. Ils sont tous internationaux de toute façon. Mais non, par exemple, Irlande-Afrique du Sud, c'est M6. Et par contre, France 2 aura quelques matchs aussi par-ci par-là aussi qui vont pouvoir diffuser. Voilà, à devoir. J'ai juste à rajouter que des fois ils enjolivaient un peu trop l'équipe de France dès qu'ils faisaient une action en disant c'était presque les meilleurs du monde.
de marquer un essai. Ils n'attendaient pas la conclusion à la fin du match pour en faire un débrief. Là, c'était tout de suite. Oui, ils sont vraiment trop forts, ils vont gagner. Enfin, voilà, tu vois, des fois, il y a un peu trop d'hyperbole dans leurs phrases. Un manque peut-être aussi d'impartialité, du coup. Exactement. D'où le chauvinisme français. Après, c'est vrai que. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est toujours important, je pense, quand on fait du commentaire de match ou quoi, d'avoir cette. Même si on a notre pays, notre équipe qu'on soutient qui joue, de voilà, rester neutre vis-à-vis de la performance, de ce qui se passe, et de vraiment juger le match et l'équipe sur sa performance plutôt que juste on l'aime bien. Oui, mais ouais, exactement. Comme je disais, c'est un choix de rédaction dans le sens où c'est les directions des sports parce que ça, il y a quand même, c'est un journaliste et un consultant, donc il y a quand même un journaliste qui, en théorie, en tout cas sur le papier, les journalistes sont impartiaux, donc normalement ils devraient commenter comme ça, mais c'est vrai que la particularité des sports à la télé, comme je disais, la particularité parce que souvent c'est des journalistes qui sont un peu beaucoup chauvins entre guillemets sur les matchs de l'équipe de France et qui, une fois qu'ils commandent de la Champions League et qu'ils commentent le PSG, etc., ils sont entre guillemets beaucoup plus lisses, impartiaux, voilà, où ils sont beaucoup plus terre à terre et moins chauvins. Mais parce que c'est souvent des comment dire, comme je disais, des choix rédactionnels en fait de dire bah voilà on va plus accentuer le côté chauvin parce que les gens regardent l'équipe de France parce que c'est l'équipe de France, on veut un peu voilà faire vivre le truc, faire un peu comme une espèce de grand club de supporters quoi, finalement d'être avec les supporters au milieu et de juste leur apporter des infos, mais en même temps c'est vrai qu'il faut pas non plus tomber justement dans ce travers là d'être complètement comme je disais d'idolâtrer l'équipe de France à tel point que quand ils font n'importe quoi tu dis ah ben non mais c'est pas grave, c'est une petite erreur. Non, là le mec il a laissé passer le gars, c'est un essai, non c'est pas une petite erreur machin. Donc faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé. Mais c'est des choix rédactionnels. Moi je l'ai vu la dernière fois sur France Bleu où j'ai écouté le commentaire en direct d'un match du PSG, c'était France Bleu Paris. Et pareil, où les commentateurs, donc journalistes de France Bleu, mais qui disaient allez Marco, en parlant du coup de Marco Verratti, vas-y Kylian, celle-là il faut la mettre, et ça. Et tu te dis effectivement, tu t'entends ça sur TF1 à 20h ou même un match de Ligue 1 ou machin, tu te dis mais où on est. Et là finalement tu te dis bah oui c'est France Bleu Paris, donc forcément le choix rédactionnel c'est de dire bah ceux qui sont à Paris souvent aiment le Paris Saint-Germain, donc on va faire comme si ils étaient dans le groupe de supporters. Donc c'est vrai que c'est la problématique entre guillemets de ce choix-là quand on aime le sport pour le sport et que on aime justement l'impartialité et d'avoir des commentaires qui sont hyper carrés, hyper droits et en même temps voilà, quand il y a une belle action, quand il y a un beau mouvement, le souligner. Mais comme vous l'avez dit, il faut surtout des ajustements et des changements. Mais comme tu l'as dit aussi, tu l'as souligné Pierre, on aura l'occasion d'entendre d'autres paires de commentateurs, que ce soit sur France 2 et sur M6 notamment, qui sont effectivement en co-diffusion avec TF1, même si les matchs des Bleus seront principalement sur la première chaîne d'Europe. D'ailleurs TF1, pour la petite anecdote. Puisque diffusé en Suisse, Belgique, première chaîne d'Europe, parce qu'effectivement dans toute la francophonie et voilà donc En t'entendant parler de tout ça, en fait, tu pourrais totalement faire un mémoire pour ton école de journalisme sur l'impartialité des médias par rapport au sport. Bien sûr. Non, mais franchement, c'est un sujet très intéressant. Vraiment, là, clairement. Ça a croisé le commentaire sportif et l'impartialité. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Bien sûr, de toute façon, on le voit très bien quand il y a les matchs de Coupe du Monde de la France, de l'équipe de France de foot. Comme tu l'as dit, c'est vraiment le premier supporter, on va dire, directement de l'équipe de France, parce que la ligne éditoriale de ce que fait TF1, c'est vraiment la télé pour le français populaire, je dirais. Ouais. C'est vraiment la personne qui boit sa petite bière au bord devant la télé.
Donc non, c'est intéressant j'aime beaucoup le sujet en tout cas. Hâte de lire ton mémoire si tu en fais sur Bah, ça. écoute, pourquoi pas, hein. Non, non, mais pourquoi pas. Si j'ai un mémoire à rédiger, je considérais vraiment ce sujet parce que, comme je disais en plus, c'est que c'est une ligne rédactionnelle, enfin éditoriale qui est choisie, mais en même temps, c'est un truc que tu peux questionner en disant, effectivement, parfois c'est chiant parce que justement ça va trop loin et tu te dis, bon, bah, il y a un moment donné, c'est bon, tu vois, genre tu vas pas non plus. On perd 3-0, franchement, on a bien joué. Non, on n'a pas bien joué, tu vois, on a perdu 3-0, enfin au foot, ou on perd 27-0, non, ou 40-0, bah non, non, on n'a pas bien joué en fait, bah, c'est pas possible. Donc effectivement, ça va trop loin, mais à d'autres moments, comme je disais, je citais Thierry Roland en 98, mais on se souvient aussi de Thierry Gélardi, commentateur regretté, malheureusement il est décédé, mais premier commentateur d'une Coupe du Monde justement de rugby en France, et puis commentateur de cette finale de 2006 avec le fameux oh non, pas ça Zinedine, pas ça, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Et voilà, et ben, parce que c'était justement aussi ce choix éditorial. Alors après, voilà, il connaissait Zinedine Zidane et voilà, il l'appréciait, donc il y a aussi la réaction un peu voilà, classique de voir ça et d'être un peu choqué par le moment. Mais voilà, voilà, ça marque quand même, parfois ça marque des générations, mais souvent on se souvient plus voilà, du commentateur et de la phrase que de ce biais-là. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant en fait, de se dire finalement, est-ce que c'est plus important d'avoir voilà, des moments un peu des envolées lyriques, parfois hyper intéressantes, hyper marquantes, et en même temps, est-ce que parfois c'est pas. Voilà, est-ce qu'on doit faire deux poids deux mesures, ou est-ce qu'on doit être toujours impartiaux? Mais est-ce qu'on est toujours partiaux? Tu vois, il y a vraiment impartiaux plutôt. Ouais, Il y a plein de euh, questions à se poser et très peu de réponses en tout cas. Donc, mais exactement. Et du coup, je poserai la question, et vous en live, qu'est-ce que vous préférez dans ça, sur l'impartialité, sur la partialité dans les médias, et puis notamment dans l'espace commentaire sur YouTube, qu'est-ce que vous préférez quand vous regardez un match? Est-ce que vous préférez que le commentateur derrière écrit, il soit en mode allez Pavard, vas-y, mets là, toujours Pavard, second poteau ou bavard. qu'il soit second poteau Pavard, qui vibre que pour une équipe et qui la pousse pour faire comme un vrai supporter, ou qu'en tout cas il garde une certaine partialité et qui montre que les deux équipes de chaque côté font les bons gestes comme les mauvais gestes, en tout cas qui gagne, qu'il ait ce côté égalitaire entre les équipes. Qu'est-ce que vous aimez? Voilà, n'hésitez pas à réagir là-dessus. Moi, personnellement, c'est ça que je préfère quand le commentaire est impartial et qui va juger vraiment ce que fait chaque équipe sur ses performances, sur son jeu, etc. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi, et je pense que c'est à ce moment-là qu'on peut se permettre de sortir un peu de cette impartialité et puis d'éclater de joie un peu quand on est commentateur aussi. C'est quand il y a un but de l'équipe qu'on soutient. Par exemple, moi j'aime bien quand l'équipe de France joue contre une autre équipe, on va dire, que les commentateurs soient impartiaux, puissent dire que là, tel joueur a fait n'importe quoi, qu'il soit français ou de l'équipe adverse, mais qu'ils puissent aussi éclater de joie quand c'est l'équipe de France qui va marquer un but au football ou mettre un essai au rugby, parce que finalement, c'était l'équipe qu'on soutient, et puis parce que oui, imaginons le commentaire inverse avec le pays qui est opposé à la France, eux peuvent aussi éclater de joie quand leur équipe marque contre la France, et avoir cette impartialité. Donc je pense que moi c'est cet équilibre-là qu'il faut avoir enfin, en tout cas qui me plaît moi dans le commentaire de match, c'est de pouvoir vraiment juger, critiquer un match sur le match en lui-même, sans, en tout cas en essayant de mettre au maximum de côté son chauvinisme, ou en tout cas le fait de supporter son pays, mais de pouvoir se permettre quand même d'exprimer sa joie quand son pays marque un but, ou fait une très belle action qui mérite d'être notée. Ouais, ça me fait penser à les commentateurs aux États-Unis lors de gros matchs, qui ont vraiment avec leurs grosses voix là comme ça, et qui surréagissent, mais des deux côtés, tu sais, pour les deux équipes et tout. Et alors ça, moi j'adore quand c'est vraiment des deux côtés, en mode, voilà, baston là de ce côté-là, et chaque équipe en prend pour son grade. Et ça, je trouve ça fantastique. Après, voilà, nous les Français, on se connaît, hein, on aime tout, on est tous chauvins, on est tous fiers voilà, comme chacun de chaque pays, mais en tout cas nous en particulier, je crois on aime bien se mettre en avant devant tout le monde en tout cas. Oui, c'est vrai que bah, c'est pour ça que les lignes éditoriales sont pareilles sur tous les médias, hein. De toute façon, et c'est aussi pour ça qu'ils la gardent, c'est que c'est ce qui marche aussi et ce qui, je pense, attire le plus l'œil. Mais c'est vrai que tu as raison sur les États-Unis, c'est qu'ils sont plus.
Je trouve qu'ils ont plus cette culture de la beauté, en tout cas les commentateurs sur les grosses chaînes, etc. Mais ils ont plus cette culture pour la beauté du sport, quoi. C'est vraiment, Exactement, ouais. c'est pas le truc de on commente pour l'équipe nationale ou machin, ou pour une équipe parce que c'est un média de New York, donc si c'est une équipe de New York, on va dire ceci ou cela. C'est vraiment genre juste, ah là, il a fait un truc de dingue, il a fait un touchdown de malade, la construction de l'action était folle, et que ce soit des deux côtés, parce que l'important à la fin c'est que le meilleur gagne, et puis surtout de prendre du plaisir, de voir des trucs de ouf, et de s'éclater en regardant du sport, quoi. Donc c'est vraiment pas l'idée comment dire, d'être juste chauvin, je rejoins Antoche sur le fait de dire effectivement, il faut être peut-être un peu chauvin parce que voilà, les équipes nationales, c'est intéressant. Mais en même temps, moi, ce que je déteste le plus dans les commentaires, c'est les commentaires vides. C'est-à-dire, c'est les mecs, mais un peu parfois comme justement les mecs sur TF1 sur certaines phases, en tout cas pour les derniers matchs de rugby, c'est ces commentaires qui justement sont que justement que du commentaire, quoi. C'est que du oh là là, belle passe, oh c'est un en avant, etc. Mais il n'y a pas ce travail derrière de dire enfin de vraiment analyser la situation, d'apporter de la connaissance, etc. Parce que si c'est juste quelqu'un qui décrit l'image que tu vois, tu peux aller au PMU du coin et tu trouves Roger avec sa bière qui regarde le match et qui te le décrit aussi, tu vois. Donc c'est aussi avoir cette valeur ajoutée. Et après, oui, si la ligne éditoriale fait que, et ben pourquoi pas célébrer un peu plus un but de l'équipe de France ou une très belle action. Mais c'est vrai que ce chauvinisme, faut éviter qu'il soit mal placé, comme on dit. Moi, j'aime bien aussi dans le commentaire. Excuse-moi, je Non, rajoute vas-y, juste vas-y, ce que j'ai t'inquiète. pensé. T'inquiète pas. Mais dans le commentaire, et on le voit pour le coup assez rarement, c'est quand les commentateurs, souvent quand ils sont deux, donnent leur avis, en fait, débattent un peu pendant le match, quand il y a des actions qui sont pas forcément, comme tu disais Théo, pas besoin de les décrire parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter de plus que l'action qui se passe, et puis parce que l'action n'est pas très importante, donc ça sert à rien de forcément la commenter directement. Mais quand les commentateurs du coup en profitent pour discuter entre eux, débattre sur des sujets en mode tel joueur il a fait ça, enfin son parcours est intéressant, il a fait ça dernièrement sur les derniers matchs qui étaient cool, en fait, qui viennent un peu faire comme nous on peut faire sur Trosport, donner leur avis sur un joueur ou sur des performances globales qui vont plus être autour du match que dans le match. De temps en temps, je trouve que ça rajoute un peu une profondeur aussi au match et au sport qu'on est en train de regarder. Faut pas que ça soit fait tout le temps parce que c'est pas l'objectif. Faut aussi garder ce commentaire pur, on va dire. Mais moi, j'aime bien que de temps en temps, quand les commentateurs partent dans ces petits, donner leur avis, débattre un petit peu entre eux, même si ça dure 2 minutes par-ci par-là, je trouve que c'est intéressant. Bon bah les gars, vous savez ce qu'on va faire, on va monter une fan zone pour la Coupe du Monde et on va commenter les trois avec sur un desk juste à Ah, côté. Exactement. mais on l'avait fait, on avait essayé de le faire pour la Coupe du Monde de foot en Ça serait décembre, on stylé, hein. avait commenté quelques matchs. On n'est peut-être pas les meilleurs, c'est qu'on se permet de donner notre avis, critiquer tout ça sans être forcément les meilleurs. C'est Mais tellement voilà, dur. C'est c'est dur. pas un exercice facile, mais voilà, c'est vrai que C'est ça. c'est cool à faire et Mm. on l'a déjà fait, donc pourquoi pas le refaire à d'autres occasions, ouais. Clairement, Ouais. quand on a le temps de le faire, on le fait, et ça c'est cool. En l'ayant fait, c'est aussi pas mal de boulot à préparer aussi en amont. C'est là où tu vois justement que, parce que si tu ne prépares pas avant, que tu ne travailles pas un minimum, tu vois très vite que justement il y a un moment donné où t'as rien d'autre à dire que il a passé la balle à machin et tout. Et donc c'est vraiment aussi un vrai exercice de savoir quoi dire au bon moment. Après, c'est aussi avec l'expérience que tu l'as, quoi. Mais c'est vrai que c'est très cool et pourquoi pas commenter du rugby. Et espérons et même être accrédité au stade, hein. On demandera si jamais quelqu'un de l'orga de France de la Coupe du Monde de 2023 veut accréditer Trosport en tant que média au Stade de France. Voilà, on veut pas grand chose, hein. On veut aller la finale du 28 octobre au Stade de France, tu vois, bon, un petit desk, ouais, rien de fou, on vient avec le matos, tu vois, on a notre matos, tout va Ouais. bien. On arrive avec le casse-micro, on se branche et tout va bien. Mais franchement, s'il y a quelqu'un, même un placard au Stade de France, hein, on s'en fout. Tu vois, on sera bien, on veut un petit écran de retour et ça, on nous mettra bien. Mais, Si vous avez besoin Mais d'un même, si vous avez besoin d'un jardinier aussi, hein. mais bien sûr, mais un mec pour un ramasseur de ballon, tu sais, genre, moi je m'en fous, un mec qui passe les gourdes, tu vois, genre,
qui ramasse les serviettes sales, je m'en fous, tu vois, genre juste d'être bord terrain, tu vois, genre, genre enfin, tu vois, de pouvoir de donner les survettes quand il y a un mec qui se fait sortir sur carton jaune, ok, voilà, tu vois, genre. Mais non, moi je veux être là, je veux en être. Donc s'il y a un mec ou une femme qui passe par là et qui organise, enfin qui fait partie de l'orga de la Coupe du Monde, pensez à nous. Voilà, juste pensez à nous. On Mais est, ce on qui est est gentils, intéressant on est aussi, professionnels, voilà. ce qui est intéressant aussi par rapport aux médias traditionnels, c'est que Twitch il peut offrir un commentaire différent sur les matchs parce Mm. que on peut Exactement, ouais. réagir avec le chat et du coup ne pas être juste deux types qui sont seuls en train de regarder le match à parler à des milliers de gens qui les écoutent, mais d'être peut-être deux types qui regardent le match, qui le commentent, mais qui en même temps réagissent avec les milliers de gens qui le regardent avec eux. Mm. Et du coup, ça donne une autre dimension au commentaire qui est peut-être moins descriptif, plus justement dans ce débat sur on réagit directement sur le match. Par exemple, là, il y a un joueur, il a fait n'importe quoi, tout le monde va réagir ensemble sur pourquoi il a fait n'importe quoi ou pourquoi il a fait une action de fou. Et ça donne voilà, c'est l'aspect communautaire de Twitch qui est excellent pour ça et que on voit de plus en plus sur les sports, notamment avec la chaîne RMC Sport qui est sur Twitch et qui commente de l'UFC, du MMA en général et du foot aussi en général. Ça apporte quelque chose et c'est intéressant de voir que ça se développe. Donc si nous, Trop Sport, alors qu'on a malheureusement pas beaucoup de monde sur notre chat, on peut en être, franchement ça serait génial parce que moi j'adore cette nouvelle manière de commenter et en tout cas de regarder le sport via Twitch. Etrosport a été fait, ça a été fait pour ça aussi. Ça a Mm. été de passer Ah sur oui, Twitch, de montrer que parler sport, c'est une ah oui, possibilité autre que sinon, par les médias si- traditionnels. ouais, c'est ça. Et puis sinon, on se limiterait à YouTube où on fait les vidéos, juste on parle et puis c'est sur YouTube et il y a les commentaires et il n'y a pas d'interaction. Le but de Trop Sport à la base, même si c'est vrai que c'est difficile de ramener du monde sur les lives à l'instant T pour discuter tout ça, c'est vraiment d'avoir cet échange et d'après mettre les rediffusions sur YouTube pour pouvoir toucher le plus grand monde et puis partager notre avis etc. au plus grand monde. Mais c'est vrai que l'intérêt de Twitch, et c'est pour ça qu'on a voulu utiliser cette plateforme à la base pour faire les émissions en live plutôt que de juste les enregistrer et les diffuser après sur YouTube ou une autre plateforme juste de vidéo, quoi. Ouais. En tout cas, moi, je vais aller me chauffer les popcorn et puis c'est parti T'as une pour petite ce demi-heure là dernier match. C'est ça. Ouais. On te Non, laisse mais aller ça, te chauffer ça on, et puis tu nous on a raconteras le hâte de match. voir. Ouais, carrément, ouais, ouais. Je ferai un tweet longueur. Non, mais en tout cas, merci pour cette nouvelle invitation. Je suis trop content d'avoir parlé de cette Coupe du Monde et de l'équipe de France. Et puis aussi ce petit débat sur la partialité dans les médias. Donc merci beaucoup à vous deux. Merci à Trop Sport. Et puis à très vite. Bon courage pour la suite de cette émission. Et puis on se retrouve très vite sur Trop Sport. Exactement. Exactement. Merci Merci à toi François. d'être passé en tout cas. C'est Ciao les toujours un gars. plaisir, hein. Ciao. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.